Merci au RQRD de m'avoir proposé de faire une présentation sur la douleur à l'oreille. Ça fait un peu bizarre. Effectivement, je suis professeur en audiologie, audiologie de troubles auditifs. Le lien avec la douleur n'est pas nécessairement évident, mais je vais vous amener avec moi pour que vous compreniez pourquoi je m'intéresse un peu à la douleur. Donc, je ne suis pas du tout un spécialiste de la douleur, mais je m'intéresse à un type de douleur particulier, puis comment j'en suis venu dans mes recherches à m'intéresser à la douleur liée à l'oreille. Donc, juste pour parler brièvement d'intérêts de recherche, mes intérêts de recherche primaires, ben, ce sont les troubles auditifs, dont notamment l'acouphène, qui est connu comme étant un silement, un bourdonnement dans les oreilles. Vous avez déjà été voir un concert, vous êtes sorti, vous avez les oreilles qui cillent, vous avez un silement constant. Ben, ça, c'est de l'acouphène. C'est une condition qui peut être chronique. Donc, il y a des gens qui vont avoir de l'acouphène tout le temps, donc 24 heures sur 24. Ça peut impacter la qualité de vie. Certains sont plus affectés que d'autres. Ça peut affecter la concentration, le sommeil notamment. Et il y a eu certaines similarités avec la douleur chronique qui a été notée dans plusieurs articles. Par exemple, un des modèles qui a été le plus comparé, l'acouphène a été le plus comparé, mais c'est la douleur des membres fantômes. Donc, on perd un membre, on a une amputation par exemple, on n'a plus de main, on a mal à la main. Donc, l'acouphène, les parallèles qui ont été faits avec la douleur fantôme, c'est qu'on a une perte auditive, généralement dans les fréquences aiguës, et suite à cette perte auditive, ben, on a l'apparition des sons fantômes. Donc, il y a eu quand même des parallèles qui ont été faits entre la douleur fantôme et les acouphènes, mais je tiens à souligner que l'acouphène n'est pas une douleur. Un autre de mes intérêts de recherche. Ah, je voulais également dire que les acouphènes sont également très comorbides avec d'autres pathologies, dont la douleur chronique et le PTSD, notamment chez les vétérans. Et que je pense que c'est important de tenir compte de l'ensemble de ces facteurs-là quand on fait des traitements. Donc, en fait, ce qui coûte le plus cher à l'armée américaine, c'est pas la douleur chronique, c'est l'acouphène, ce qui est quand même assez étonnant. Et bon, on a un projet notamment financé avec le CPCOE et mon ancien directeur de postdoc et collaborateur maintenant, Arnaud Norena, en France, sur différentes thérapies pour essayer de tenir compte de l'ensemble de ces facteurs-là, l'ensemble des conditions quand on fait une thérapie auprès des vétérans. Un deuxième aspect, ou un trouble auditif qui m'intéresse, c'est l'hyperacousie. Donc, l'hyperacousie, c'est généralement défini comme étant une hypersensibilité aux sons forts. Donc, ce pas des gens qui sont capables de mieux détecter des sons faibles, mais c'est vraiment que les sons forts sont perçus comme étant plus forts. Euh, c'est une condition qui est chronique également. C'est très comorbide avec l'acouphène. Donc, généralement, les gens qui ont de l'acouphène vont également avoir une hypersensibilité aux sons forts. Bon, ça a un impact assez considérable dans la vie des gens. Pourquoi? Mais parce que nos sociétés humaines, nos activités humaines sont bruyantes, il y a du bruit partout. Donc, dans les cas les plus sévères, les gens vont complètement s'isoler, porter de la protection auditive constamment. Et, encore une fois, il y a eu des parallèles avec la douleur, dont notamment l'hyperalgésie. Donc, l'hyperalgésie, hein, on va avoir une amplification de la douleur, donc un stimulus qui est légèrement douloureux ou pas du tout douloureux devient douloureux. Donc, il y a une amplification de la stimulation douloureuse. Et ben, l'hyperacousie, on peut faire un parallèle encore une fois, que les sons de la vie de tous les jours qui sont forts mais normales deviennent plus forts. Donc, il y a une amplification du signal. Donc, encore une fois, il y a eu des parallèles entre l'hyperalgésie et l'hyperacousie, mais je tiens à noter encore une fois que l'hyperacousie, en théorie, ce n'est pas de la douleur. Donc là, vous vous dites, mais tu as plein d'intérêts de recherche, mais d'où ça vient? Pourquoi tu es dans le RQRD si tu t'intéresses pas nécessairement à la douleur? Et c'est là que je vais parler de douleur. Donc, il y a un sous-type particulier d'hyperacousie qui a été décrit dans les quelques dernières années, dans lequel les sons vont provoquer des sensations douloureuses et de la douleur. Donc, c'est vraiment, ça a été inclus dans l'hyperacousie de soni ou d'intensité pendant plusieurs années. Maintenant, on commence à faire une distinction entre les deux. Pour vous donner un exemple, une patiente qui a consulté rapporte qu'à chaque fois qu'elle entend une porte qui claque ou quelque chose qui tombe, donc un bruit d'impact, elle a l'impression qu'il y a une aiguille qui lui traverse le tympan. Donc, c'est juste ce genre de sensation douloureuse. Puis là, je vais vous présenter une vidéo d'un cas qui a passé à la BBC il n'y a pas très très longtemps, hop, qui va bien illustrer le coup. Sound is everywhere. You know, it's like air, you can't escape it. For the last 18 months, this has pretty much been Karen's life. Alone, in silence and in pain. Shut away from her young family, watching the world go by from her window. My house is a prison. Sound keeps me prisoner.
everyday sounds like the wind in the trees, passing traffic, or even her children playing causes Karen crippling pain. Something as beautiful as my children's laughter and hearing their voices is torture for me. Donc, ça illustre bien le cas, hein. Vous voyez, tous les sons déclenchent de la douleur. C'est très peu connu. Donc, je parlais avec Julia au début qui me disait, ah, je ne savais pas qu'il y avait des conditions en audiologie dans lesquelles les sons pouvaient provoquer de la douleur. Donc, c'est pas très connu. Comme vous avez vu dans la vidéo, dans les cas les plus sévères, ça peut être vraiment sévère au point où ça affecte complètement la vie. Bon, il y a certaines associations américaines qui rapportent des suicides liés au fait que les gens sont complètement non fonctionnels. Ça ne nécessite pas nécessairement des sons forts. Vous avez vu le bruit du vent sur les feuilles et les arbres cause de la douleur. Donc, ce n'est pas nécessairement des sons forts. C'est généralement comorbide avec d'autres troubles auditifs, comme par exemple l'acouphène, l'hyperacousie de Sony où les sons sont plus forts, la sensation d'oreille bouchée. Donc, il y a une espèce de syndrome, de symptômes qui vient généralement avec ce genre de conditions. La cause la plus commune, c'est une exposition à des sons forts. Mais il existe quand même d'autres causes. Bon, je vais y revenir durant la présentation. Les mécanismes pathophysiologiques sont très peu connus. Il y a quelques hypothèses actuellement. Et ben, le plus triste dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas du tout de traitement. Donc, la plupart des traitements sont très exploratoires. Les patients errent dans le système à essayer de trouver des solutions pour diminuer la douleur. Un premier point important, les sons généralement ne déclenchent pas de la douleur. Donc, c'est un vieil article de Stevens dans Handbook of Experimental Psychology. Stevens qui a créé les lois de la sonie, donc la relation physique entre l'intensité sonore et la perception allant de très faible à très fort. Et ben, de manière générale, les sons ne causent pas de la douleur. Donc, ce que vous avez là, c'est un vieux schéma des années 50, mais qui est quand même pas mal. On a l'intensité en dB/SPL connue, donc les dB que vous entendez souvent parler, un avion qui décolle, c'est 100 dB/SPL, etc. Donc, on a l'échelle en dB, donc on passe de très faible à très fort. L'échelle en fréquence, donc des sons très graves aux sons très aigus. Généralement, l'audition humaine, on entend mieux les fréquences à partir de 500 jusqu'à 8000 Hz. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Ça, c'est la courbe, c'est le seuil de détection. Donc, l'oreille humaine est plus sensible aux fréquences entre 1500 Hz et 4000 Hz. Donc, c'est ce qu'on voit dans le schéma. Et dans les vieilles études, parce qu'à l'époque, dans les années 50, on pouvait faire ça, mais on augmentait le volume jusqu'à temps que la personne nous dise ah, je suis vraiment inconfortable, ou même jusqu'à temps que les gens ressentent des sensations physiques, des sensations somesthésiques dans les oreilles et voire de la douleur. Mais généralement, les intensités pour être capable d'atteindre un niveau de douleur sont des niveaux auxquels on n'est pas exposé. Puis de manière intéressante, dans cet article-là, même Stevens mentionnait que pour certains patients ou certains participants à l'étude, les écouteurs brisaient avant que les participants puissent expérimenter de la douleur. Donc, ça prend vraiment un niveau hyper élevé pour générer de la douleur. Et même de la douleur dans les oreilles, c'est pas chez tout le monde chez qui on va avoir de la douleur, même à des niveaux élevés. On va avoir un inconfort, mais de la douleur physique, c'est pas commun. Bon, ça c'est pour vous donner une idée. Encore une fois, c'est un résumé de la figure, mais à partir de 85 dB, on considère que c'est fort. À 100 dB, c'est très fort. Généralement, c'est inconfortable. Les niveaux d'inconfort, quand on demande à quelqu'un à partir de quel niveau les intensités sont inconfortables, mais ça va généralement osciller entre 85 et 100 dB. À partir de 120, mais il y en a certaines personnes qui peuvent ressentir de la douleur. 130, là, on peut avoir de la douleur. Puis là, on peut même avoir une rupture du tympan à partir de 140 dB. Puis là, vous allez me dire, mais qui vit ça? Ben, les militaires, entre autres, peuvent être exposés à des niveaux des charges aussi élevés que 140, 150 dB. Je collabore sur la base militaire de Valcartier, donc ça peut arriver. Mais généralement, la population générale n'est pas exposée à des niveaux aussi forts. Donc, généralement, les sons ne génèrent pas de la douleur. Là, la question qu'on se pose ou qu'on peut se poser, c'est où est-ce qu'ils sont situés les potentiels récepteurs à la douleur dans l'oreille? Donc, l'oreille, pour ceux qui connaissent peu l'oreille, on a le conduit auditif externe, on a le tympan. Donc, un onde sonore, c'est un déplacement de dépression d'air, de particules d'air qui va frapper le tympan. Le tympan va transmettre cette vibration-là par les osselets jusqu'à l'oreille interne qui va traduire à l'aide de cellules ciliées. Donc, il va y avoir une mécanotransduction du mouvement en un influx nerveux. Globalement, qu'est-ce qu'on peut, où se situent des récepteurs à la douleur? Ben, une partie ou une composante de l'oreille qui est très sensible ou qui a beaucoup de récepteurs à la douleur, c'est le tympan.
Donc, le tympan a beaucoup de récepteurs à la douleur. Si vous avez déjà été touché au tympan, les étudiants en audiologie mettent des microphones dans le conduit auditif et on peut toucher à la membrane tympanique. C'est très douloureux. Si on accroche, c'est une membrane très, très, très sensible. Euh, Souvent, quand on pense aux otites, ben, l'inflammation peut et l'étirement du tympan peut générer de la douleur. Donc, vous pouvez avoir une idée de la douleur qu'on peut ressentir au niveau du tympan. Deuxième possibilité, puis là, ça fait débat, mais je mets l'hypothèse malgré tout. Il y a deux muscles. Il y a le muscle stapédien, donc qui est connecté juste avant l'étrier, le dernier osselet, qui est un des plus petits muscles du corps humain. Il se contracte de manière systématique à des sons forts, donc c'est une boucle réflexe. Donc, l'idée derrière cette contraction à des sons forts, c'est que potentiellement, son objectif, ça serait de protéger l'oreille interne des sons forts pour limiter les dommages. Donc, c'est la fonction qu'on lui attribue. Il est innervé par le nerf facial. Donc, potentiellement, un muscle pourrait transmettre des informations à la douleur. Et le deuxième, ben, c'est le tenseur du tympan, qui est un autre muscle plus gros que le muscle stapédien, mais il reste quand même parmi les deux muscles les plus petits du corps. Il fait partie du réflexe de sursaut. Donc, il peut se déclencher si un stimuli auditif est fort et inattendu, mais il peut aussi se déclencher dans le réflexe de sursaut vestibulaire ou au niveau. Donc, il fait partie du réflexe de sursaut, mais il ne va pas nécessairement se déclencher au son fort. Donc, le stapédien, dès qu'il y a un son fort, il va se déclencher, mais pas nécessairement le tenseur du tympan. Il faut vraiment que le son provoque une réaction de sursaut. Il est innervé par le nerf trigeminal et sa fonction est inconnue. Donc, il y a plusieurs hypothèses. Est-ce que ça ne pourrait pas servir à l'aération de la cavité de l'oreille moyenne? Donc, il y a différentes fonctions supposées, mais on ne sait pas vraiment son rôle. Et pour avoir déjà discuté avec des ORL qui le coupent, ils disent que ça ne change absolument rien de couper le tenseur du tympan ou de le laisser actif, que les gens ne voient pas la différence. Donc, simplement pour vous donner une idée. Un autre potentiel voie pour générer de la douleur, pour transmettre de la douleur, ben, c'est l'oreille interne en lui-même. Ça, c'est très nouveau. C'est des articles qui ont été parus au cours des 5-10 dernières années. Avant, l'oreille interne, on ne lui attribuait pas de potentiel canal pour transmettre des informations douloureuses. Et il y a des études, notamment de Paul Fuchs et de son groupe, qui ont déterminé qu'il y avait effectivement des fibres de type 2 qui pouvaient transmettre des informations douloureuses. Et généralement, c'est déclenché lorsqu'il y a un dommage aux cellules ciliées à l'intérieur de l'oreille. Donc, quand il y a un dommage, il y a trop de bruit que les cellules meurent, ils vont relâcher de l'ATP et ça peut générer un signal douloureux qui peut être transmis et interprété de la sorte. Donc ça fait partie des voies. Pour compliquer le processus, il y a également des douleurs à l'oreille qui sont des douleurs projetées ou des douleurs referred pain. Donc, le patient rapporte avoir mal à l'oreille, mais finalement, ben, la problématique vient de la jonction temporomandibulaire, des masséters ou même du sternocléidomysoïdien. Donc, pour rajouter à tout ça, on peut regarder à l'intérieur de l'oreille, mais on peut aussi avoir des douleurs à l'oreille qui ne sont pas causées nécessairement par l'oreille. Pour ajouter au portrait. Pour vous donner une idée de comment ça commence ou un exemple de comment on peut arriver à une condition comme celle-là, ben, on a publié un cas il y a plusieurs années d'un cas de choc acoustique. Donc, en fait, la personne, il s'appelle Nicolas, c'est sa photo à droite. Donc, c'est un médecin généraliste qui pratiquait le fusil. Donc, il pratiquait les tirs de fusil. Il était dans le champ, donc il pratiquait ses tirs de fusil. Il avait oublié ses coquilles, donc il est retourné à l'intérieur. Il y a quelqu'un qui a tiré un coup de feu à 7 mètres de son oreille droite. Et tout de suite, immédiatement, après le trauma, il a entendu un son dans son oreille, de la tension, sensation d'oreille bouchée. 2 semaines après l'événement traumatique, douleur à l'oreille. Il a rapporté des décharges électriques, acouphènes bilatérales. 3 semaines après l'événement, de la douleur qui irradiait de la conche jusqu'à l'hémiface. Des douleurs temporales, des douleurs dans le cou. Et l'ensemble de ces examens, donc, il était médecin généraliste, il y avait beaucoup de contacts avec des ORL et des médecins spécialistes et tous les tests cliniques étaient absolument normaux. Donc, personne ne trouvait rien d'anormal chez lui et pourtant, il y avait l'ensemble de ces symptômes hyper invalidants. Donc, il a été voir un collègue à Paris qui est Alain Londero, qui est à gauche de votre écran, qui lui a proposé, donc il lui a dit, note l'ensemble de tes symptômes, l'intensité de tes symptômes pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, plusieurs fois par jour. Et Nicolas a eu l'idée de prendre des photos de son tympan. Donc, de manière aveugle, il s'est acheté un vidéo-otoscope, il prenait des images de son tympan.
Là, je vais vous montrer qu'est-ce que ça a donné. Donc, ce que vous voyez ici, c'est les différents symptômes. Donc, sur une échelle de 0 à 10, le symptôme de la tension dans l'oreille, l'otalgie, donc la sensation de douleur, l'acouphène, la sensation de tingling, donc sensation somatique de mouvement dans son oreille, douleur temporelle. Et ce que vous voyez en haut, c'est les images qu'il a prises de son tympan. Donc, on a pu calculer les rougeurs donc, pour potentiellement mesurer l'inflammation dans son oreille. Et ce qu'on peut faire, c'est regarder dans le temps comment les symptômes varient. Puis est-ce qu'il y a certains symptômes qui varient plus entre elles que d'autres? Puis ce qu'on s'aperçoit, c'est que quand il y a des symptômes hyper importants dans une oreille, donc par exemple l'oreille droite, ben, il y a des rougeurs très importantes dans son oreille droite. Alors que vice-versa, quand il y a moins de douleurs ou de symptômes dans son oreille droite, donc l'oreille la plus symptomatique, puis que ça balance dans son oreille gauche, ben on se met à avoir des rougeurs dans son oreille gauche. Donc, il semble avoir un balancier entre ces deux oreilles, l'oreille la plus symptomatique et moins symptomatique, qui corrèle avec les images de rougeur qu'on obtient dans son tympan. Bon, là, c'est juste pour vous donner une image en vidéo, mais on a une image de son tympan quand c'est calme versus quand c'est tendu. Donc, vous voyez, l'image est quand même assez nette. Donc, la membrane translucide, c'est vraiment son tympan. Et quand c'est tendu, ben là, on voit vraiment une irrigation sanguine, inflammation importante dans son oreille. Hop. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une analyse par composante principale, donc pour regarder comment ces différents symptômes varient. Donc, ça permet de regarder, de regrouper différents symptômes, comment ils varient dans le temps, selon une dimension. Puis là, ben, le problème, c'est d'essayer de comprendre c'est quoi la dimension, mais c'est fort probablement la sévérité des symptômes. Et on peut regrouper différents symptômes ensemble. Donc, en fait, le fait d'avoir plusieurs symptômes suite à un événement traumatique, mais c'est d'autant plus d'indices pour essayer de comprendre les mécanismes pathophysiologiques. Donc, si par exemple l'acouphène augmente en même temps que l'hypersensibilité, mais on peut penser que c'est le même mécanisme qui agit, alors que si la douleur dans l'oreille varie en fonction de la douleur temporelle, temporale, ben, peut-être qu'on a un mécanisme commun pour expliquer la douleur. Donc, on essaie de regrouper les différents symptômes. Et ce qu'on a eu dans son analyse par composante principale, c'est que l'acouphène, l'otalgie et la sensation de somesthésique de mouvement tingling dans son oreille étaient fortement corrélés. Et la tension et le redness, donc les rougeurs au tympan, étaient fortement corrélés. Donc, c'est deux regroupements de symptômes. Ce qui était intéressant aussi, c'est que sur l'ensemble de la PCA, mais les deux oreilles étaient anticorrélées. Donc, quand il y avait beaucoup de symptômes dans une, il y en avait très peu dans l'autre. Est-ce qu'il y a un mécanisme pathophysiologique derrière ça? Ça peut être intéressant aussi, entre les deux oreilles, qui essaye de faire un équilibre entre les deux oreilles. Bon, après, on a eu la chance, donc Alain nous a référé Nicolas à Marseille, puis on s'est intéressé à faire des tests un peu plus objectifs avec lui. Quelque chose qui nous a rapporté qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'il clignait des yeux, de manière non-forceful, il y avait une sensation de contraction ou de mouvement important dans son oreille, la plus symptomatique. Donc, on a décidé de faire un test qui s'appelle de l'admittance métrie. C'est pas très, très compliqué. Donc, j'ai un petit schéma à droite ici. Donc, en fait, on met un embout dans l'oreille. L'embout est composé d'un haut-parleur qui envoie un son et d'un microphone qui permet de capter le son enregistré. Et de manière assez simple, ce qu'on va mesurer, c'est la rigidité de la membrane tympanique ou de l'oreille moyenne. Donc, plus c'est rigide, plus il va y avoir d'énergie qui va être réfléchie. Et vice-versa. Donc, s'il y a une contraction potentielle d'un muscle, on devrait voir une rigidité apparaître. Donc, on devrait avoir plus d'énergie qui est réfléchie. Donc, et moins qui est absorbée par le système. Donc, c'est ce qu'on appelle de l'admittance métrie. Puis, ce que vous voyez, l'oreille droite ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une mesure en continu de l'admittance métrie, donc de la quantité d'énergie qui est absorbée versus. Et on lui a demandé de cligner des yeux à chaque 5 secondes. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a une rigidité de l'oreille moyenne. Donc, il y a une contraction d'un muscle, ou qu'on a attribué à une contraction d'un muscle à chaque fois qu'il cligne des yeux dans son oreille, la plus symptomatique. Donc, on voit des larges déflexions. Le problème avec cette technique-là, c'est qu'on n'est pas capable de partager quel muscle. Est-ce que c'est le tenseur du tympan qui est impliqué ou est-ce que c'est le muscle stapédien? On sait simplement que l'oreille moyenne est plus rigide, mais on ne sait pas quel des deux muscles pourrait être attribuable. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une nouvelle technique. Donc, on a créé un appareil qui permet de séparer la contribution des deux muscles, qui est quand même assez simple, qui utilise la pression d'air. Donc, de manière assez simple, on met un embout dans l'oreille qui a un capteur de pression. On s'assure que ça soit étanche. Et les deux muscles vont avoir un effet différent sur la cavité de l'oreille moyenne ou sur le tympan. Donc, quand le tenseur du tympan, qui est le muscle ici, va se contracter,
bon, on va avoir une rétraction du tympan vers l'intérieur de la cavité de l'oreille moyenne et on va avoir une diminution de pression. Donc, on va avoir le même volume d'air dans un plus grand volume, donc on va avoir une diminution de la pression. Et vice-versa, si c'est le muscle stapédien qui se contracte, on, on- on s'attend à ce que par un effet de levier, le tympan soit poussé vers l'intérieur, puis on devrait avoir une augmentation de la pression. C'est ce qu'on a validé sur des gens qui sont capables de contracter volontairement leur muscle du tenseur du tympan comme moi et d'autres. Et on a appliqué cette technique-là sur des patients qui avaient des symptômes qui s'apparentaient au choc acoustique. Simplement pour vous montrer un cas particulier. Donc, c'est un jeune homme que j'ai testé à Toulouse qui a eu des haut-parleurs qui ont sauté dans sa voiture et qui, suite à l'accident, a rapporté de la douleur assez importante à l'oreille, plus à gauche qu'à l'oreille droite parce qu'il était plus exposé à l'oreille gauche et qui rapportait plein de sensations de mouvement dans son oreille gauche et qui rapportait aussi que s'il touchait à certains trigger points, donc à certains points dans son cou et sa mâchoire, ben, ça déclenchait des sensations dans son oreille gauche. Là, c'est ce que vous avez ici, c'est la mesure du capteur de pression. Donc, l'oreille gauche qui est symptomatique, l'oreille droite qui est asymptomatique. Et quand il touchait aux points cervicaux que vous voyez, ben, on voit des contractions de son muscle du tenseur du tympan qui se déclenche. Ce qui est pas normal, là. Si je bouge, je touche mon cou à différents endroits, mais je ne devrais pas avoir de contraction du muscle du tenseur du tympan qui se déclenche. Puis c'est exactement ce qu'on avait. La même chose pour des points de pression sur ses masséters. Donc, quand il appuyait sur certains points ses masséters, ça déclenchait des contractions dans son oreille. Euh, Tout ça pour dire que l'hyperacousie de douleur a été beaucoup. Donc là, vous voyez deux cas. Je vous ai présenté le premier cas avec le coup de fusil, le deuxième cas qui a eu une explosion dans sa voiture. Ça a été beaucoup décrit. Donc la douleur à l'oreille puis l'hyperacousie douloureuse, ça a beaucoup été décrit par rapport au choc acoustique. C'est la population dans laquelle ça a été décrit de manière plus fréquente. La première personne qui en a parlé, c'est Milinch. Et en fait, d'où le terme choc acoustique provient, mais c'est des centres d'appel. Donc, il y a eu beaucoup de centres d'appel, notamment en Australie. Donc, Dr. Milinch est audiologiste en Australie. Et les gens portent les écouteurs et il y a un bris de communication. Quelqu'un tape le téléphone parce qu'il ne veut pas recevoir d'appel de quelqu'un qui lui vend des services. Et les gens rapportent que le son fort, inattendu dans le casque d'écoute génère des symptômes invalidants, d'acouphènes, d'hyperacousie, de douleur, de migraine, de vertige, même que certaines personnes vont perdre connaissance. Et là, la question, c'était est-ce que c'est une vraie problématique? Parce que généralement, les écouteurs sont limités en termes de sortie. Donc, est-ce que c'est suffisant pour générer l'ensemble de ces symptômes-là? Donc, Milinch a fait une étude en 2002. C'est une des premières à avoir décrit. Le choc acoustique, il n'y a pas de consensus à travers tous les chercheurs sur qu'est-ce que c'est exactement. Bon, ça, c'est une définition qui a été proposée par le International Electroacoustical Committee. Mais en gros, ce que ça dit, c'est que c'est un trouble permanent ou temporaire du fonctionnement de l'oreille ou du système nerveux qui a été causé par un téléphone ou un écouteur suite à un son soudain et sharp, donc assez élevé en pression acoustique. Donc, de manière générale, moi, de la manière dont je définis le choc acoustique, c'est qu'il peut y avoir un incident acoustique, donc un son bref et inattendu. Mais généralement, le choc acoustique, ça vient avec des symptômes. Donc, les gens vont rapporter des symptômes suite à l'incident acoustique. Leur méthode, ce qu'ils ont utilisé, c'est qu'ils ont fait une étude rétrospective. Donc, ils ont regardé toutes les études des centres de télécom en Australie et ils ont regardé dans les dossiers les gens qui avaient eu un incident acoustique, donc qui avaient eu un son fort, bref, inattendu à travers leur casque d'écoute et qui avaient, à cause de cet incident-là, dû faire un arrêt de travail. Donc, ils ont regardé dans l'ensemble de les dossiers quels étaient les symptômes qui étaient les plus prévalents. Et ça, c'est pour vous donner un peu une idée des symptômes, mais suite au choc acoustique, le symptôme le plus prévalent dans l'étude de Milinch, ben, ça a été la douleur. Donc, 90% un peu plus de 90% des téléphonistes rapportent de la douleur à l'oreille, acouphènes, vertige, maux de tête, sensibilité sensorielle, généralement auditive. Donc, un des symptômes les plus prévalents, c'est la douleur. Bon, la conclusion de cette étude-là et différents auteurs, eux, l'ont attribué à potentiellement le muscle du tenseur du tympan qui pourrait être
contracter de manière continue et même avoir des spasmes. Donc, pourrait générer des douleurs, pourrait même générer la sensation d'oreille bouchée dans l'oreille. Donc, ils ont émis l'hypothèse que c'était le muscle du tenseur du tympan qui était la cause. Est-ce que c'est vraiment la cause? Donc c'est un peu là où mes recherches me mènent actuellement. Donc, c'est pour ça qu'on a développé les capteurs et tout ça. Mais c'était leur hypothèse à l'époque, de dire, ben, nous, on pense que c'est le muscle du tenseur du tympan, c'est sa contraction continue qui génère certains symptômes et les contractions sporadiques suite au son qui pourraient expliquer les symptômes, notamment de douleur. Pour faire suite au centre d'appel, il y a eu beaucoup de cas de choc acoustique qui ont été publicisés au Canada, au Parlement canadien. Donc, les interprètes du Parlement canadien ont rapporté beaucoup de chocs acoustiques avec des symptômes très invalidants aussi. Il faut savoir que les interprètes interprètent en continu les parlementaires dans les deux langues. Donc, au Canada, tous les comités, parlements doivent siéger dans les deux langues. Donc, il doit y avoir des interprètes qui interprètent en continu ce qui est dit. Les gens portent des casques d'écoute quand ils sont en train de faire leurs activités et il arrive souvent des incidents. Quelqu'un qui échappe un micro. Donc, quelqu'un qui échappe un micro, quelqu'un qui joue sur la table de mixage, donc un grichage. Il peut y avoir aussi des boucles de feedback qui ont été souvent rapportées dans les médias. Donc, il y a plusieurs sortes de risques de déclencher des incidents acoustiques qui peuvent mener à des symptômes. Puis là, j'ai encore une fois une vidéo hop, de quelqu'un qui décrit ce qui est arrivé. Donc, ça a passé à Radio-Canada il y a quelques années. Hop. C'est comme si quelqu'un prenait deux marteaux puis frappait les deux oreilles en même temps. Un bruit soudain, très fort. Il y a 2 ans, en quelques secondes seulement, un choc acoustique ébranle Craig Pollock. J'ai subi une commotion cérébrale, j'avais tous les symptômes, la nausée, le mal de tête instantané. Depuis, j'ai des acouphènes constants. Craig Pollock est pigiste pour le fédéral, mais aussi dans le secteur privé. En tout, il a eu 3 accidents de travail dans le privé, mais les risques sont partout, selon lui. Je pense que les deux secteurs sont assez similaires. Selon les données du Bureau de la traduction du gouvernement fédéral, le quart des interprètes ont souffert d'acouphènes ou d'un choc acoustique dans les 3 dernières années. Nausées, vomissements, évanouissements, perte d'équilibre, désorientation, accompagné d'une perte d'audition, soit temporaire ou permanente. Le développement des communications à distance a augmenté le risque de choc acoustique chez les interprètes. Et avec l'avenue de plus en plus de conférences à distance, les personnes au téléphone ont de l'équipement dont la qualité peut varier énormément. Aucun des appareils utilisés au Parlement et au fédéral ne respecte les nouvelles normes internationales d'interprétation. Il faut se rattraper puis rattraper la technologie. Le Bureau de la traduction fait appel au secteur privé pour trouver une solution. Le but, protéger les interprètes en contrôlant mieux le son. Des solutions existent déjà, croit cet audioprothésiste. Tout ça, ça peut se faire à l'intérieur d'une prothèse auditive. Donc, je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas se faire dans le cadre des interprètes, parce que c'est vraiment le même principe. Là. En attendant, le gouvernement a distribué aux interprètes un dispositif permettant de limiter le volume du son dans leurs écouteurs. Ils ont au moins un outil qui vont les protéger pendant que tous ces changements-là arrivent, pendant qu'on s'assure que l'équipement est de la plus haute qualité. Les employés vont être satisfaits lorsque le risque va être réduit à 0. Les interprètes du Bureau de la traduction devront s'armer de patience. Le gouvernement se donne 2 ans pour choisir la prochaine technologie. Ici Estelle Côté-Sroka, Radio-Canada, Ottawa. Donc, on a fait une étude par la suite avec les interprètes au niveau international. Donc, il y a eu un projet de collaboration avec l'Association internationale des interprètes dans lequel on voulait savoir est-ce que c'est fréquent? Est-ce que c'est purement canadien ou est-ce qu'on retrouve ces chocs acoustiques-là et ces symptômes-là dans l'ensemble des pays dans lesquels on utilise l'interprétation? Donc, on a envoyé un sondage à tous les interprètes de l'Association internationale d'interprétation. Donc, on a eu le plus grand nombre de répondants, c'était en Europe, mais en même temps, c'est l'endroit où se situent les parlements européens où il y a le plus de traducteurs. Donc, on a eu presque 1000 répondants. De manière générale, un interprète sur 2 rapporte avoir expérimenté au moins un choc acoustique au courant de sa carrière, donc d'avoir eu un incident avec des symptômes. Et ceux qui ont rapporté avoir
au moins eu un choc acoustique, ben, de manière générale, en ont eu plus qu'un. Donc 25% en ont eu au moins 10. Il y en a qui nous disaient, ah, mais j'en ai tout le temps. Donc, c'est quand même assez fréquent d'avoir 6 incidents avec des symptômes. Donc, c'est pas rare. On a comparé les symptomatologies. Donc, on leur a demandé s'il y avait de l'acouphène, s'il y avait de la sensation d'oreille bouchée, est-ce qu'il y avait de la douleur. Et de manière générale, ceux qui ont rapporté avoir eu au moins un choc acoustique au courant de leur carrière, ben, la prévalence est beaucoup plus élevée d'avoir aujourd'hui des symptômes de douleur, d'acouphène, de sensation d'oreille bouchée. Donc, les symptômes sont plus prévalents dans ce groupe d'individus. Donc, ce qu'on avait conclu de cette étude-là, c'est qu'au moins un interprète sur deux avait rapporté avoir eu un choc acoustique au cours de sa carrière, que généralement, c'est plus qu'un, puis que les interprètes sont plus à risque de développer des symptômes invalidants, dont l'acouphène, la sensation d'oreille bouchée, l'hypersensibilité au son, la douleur à l'oreille. Donc, ils rapportent de manière générale plus de symptômes que les autres. Donc, actuellement, on a fait aussi une autre étude qui s'appelle le projet Hyperacousie, dans lequel on voulait aller plus en détail sur la symptomatologie. Donc, est-ce qu'on est capable d'aller plus loin? Est-ce qu'on est capable de décrire cette population-là? Donc, pas seulement ceux avec la douleur, mais tous les hyperacousiques de manière générale. Donc, on a fait une grosse étude en ligne. Pour vous donner un peu ce qu'on a retrouvé donc dans l'étiologie, puis c'est ce que je disais au départ, on leur a demandé, pouvez-vous nous donner les circonstances dans lesquelles votre hypersensibilité auditive est apparue? Puis dans 26% des cas, donc ce qu'on retrouve le plus, c'est une exposition au son. Après ça, ben, unknown, inconnu. Et par la suite, on a plein de différentes causes possibles, mais celle qui est le plus identifiée, ben, c'est l'exposition à des sons. Soit traumatique ou soit des expositions prolongées à des sons. J'ai été dans un concert, j'ai été en boîte de nuit et par la suite, j'ai eu ces symptômes invalidants. On a ensuite départagé ceux qui avaient de l'hypersensibilité au son seulement, ceux qui avaient de la douleur seulement dans le questionnaire et ceux qui avaient de l'hypersensibilité et de la douleur. Donc, de manière générale, ceux qui ont de l'hypersensibilité au son seulement, ben, on avait à peu près 32% des gens qui ont répondu au questionnaire, 9% de la douleur seule. Donc, c'est rare des gens qui vont avoir que de la douleur déclenchée par des sons. Et 26% qui avaient et de l'hypersensibilité et de la douleur. Donc, soit on est hypersensible au son, donc les sons sont perçus comme étant plus forts, ou si on a de la douleur déclenchée par des sons, mais généralement, c'est accompagné de l'hypersensibilité auditive également. Et de manière intéressante, encore une fois, où est-ce qu'on retrouve la cause ou l'étiologie? Ben, 40% des gens qui ont de l'hypersensibilité auditive et de l'hyperacousie douloureuse rapportent que ça a été déclenché par une exposition sonore. On s'est également amusé à demander c'était quoi les descripteurs. Donc, ça ressemble à quoi les sons, les douleurs que vous avez dans les oreilles quand vous avez de la douleur. Donc, on leur a demandé de décrire globalement. Puis par la suite, on a fait une analyse sur ce qui a été décrit. Je vais juste tasser pour être capable de regarder comme il faut mon image. Donc, il y avait l'aspect sensoriel, donc stinging, stabbing, piercing, donc tout ce qui est piqûre était le type d'aspect sensoriel qui a été le plus décrit. Par la suite, chaleur, brûlure, compression, type crampe de muscle, choc électrique en moins grande proportion. Donc, ce qu'on retrouve surtout, c'est piqûre, type piqûre et brûlure. Les gens souvent nommaient d'autres symptômes associés, donc sensation d'oreille bouchée, acouphène. Donc, souvent, les deux vont aller de pair. Donc, je vous donne un exemple. Quelqu'un qui me dit j'entends un son, je vais avoir une piqûre, par la suite, je vais avoir une sensation de chaleur, l'acouphène va augmenter. Donc on avait un peu ce genre, là, c'est mis en proportion, en pourcentage de participants, mais il y a tout un descriptif temporel de comment un événement auditif va déclencher une suite d'événements sur les symptômes ou une modulation des différents symptômes. Il y a la temporalité, souvent c'était sharp, parfois pulsatile, intermittent. Donc c'est un peu les descriptifs qu'on a obtenus au niveau de la douleur. On a également demandé aux gens quels étaient les sons qui déclenchaient soit de l'hypersensibilité ou de la douleur. Donc, c'est quoi les sons? Et on a regardé, analysé ceux qui ont répondu à la question est-ce que je suis plus hypersensible que la normale? Et on leur a posé la question est-ce qu'il y a certains sons qui vous irritent, vous mettent dans un état de détresse? Il y en a qui nous ont répondu tous les sons. Donc, 10% nous ont dit ben, c'est tous les sons. Il n'y a pas un son spécifique. Tous les sons m'agressent, m'irritent, me génèrent de la détresse. Et on a 83% des gens qui nous ont rapporté que oui, c'était certains sons spécifiques. La majorité ont nommé plusieurs sons. Puis après ça, ben, on a fait une analyse sémantique des sons qui nous ont été donnés. Donc là, c'est ce que vous retrouvez ici. Donc,
il y en a que c'est lié à des objets, donc des alarmes, des véhicules, de la vaisselle qui s'entrechoque, des équipements, j'en parlais tout à l'heure, marteau-piqueur, outils électriques et autres, liés à des actions, crier, collision, ou des caractéristiques du son, son fort, high pitch, ou à des individus, cris de bébé, pleurs, etc. Donc, on a décomposé sémantiquement ce qui était le plus rapporté. Et le schéma suivant, ben, c'est ce qui a été le plus rapporté de manière générale. Puis ben, les 5 types de sons qui sont les plus rapportés, ben, c'est les cris comme étant les plus agressants, les sons forts, les sons aigus, les sons d'alarme, les sons de véhicule, puis les sons d'impact. Donc, ça a été vraiment ces 5 sons-là, globalement, qui sont rapportés comme étant les plus dérangeants et qui causent le plus de symptômes. Bon, là, c'est pour finir rapidement, mais on a aussi, bon, ça fait aussi partie des questions. On voulait aller un peu plus loin dans les symptômes. Donc, on peut demander c'est quoi la fréquence d'occurrence de ces symptômes-là. Donc, par exemple, mon acouphène, est-ce qu'il est tout le temps là? Est-ce qu'il est jamais là? Est-ce que parfois je l'ai? La même chose avec la sensation d'hypersensibilité. Donc, on peut regarder la fréquence d'occurrence, on peut regarder l'intensité des différents symptômes. Puis pourquoi poser autant de questions sur les symptômes? C'est que, ben, en corrélant ces différents symptômes-là, donc des symptômes qui sont peu fréquents, des symptômes qui sont très fréquents, mais peut-être qu'on est capable de faire encore une fois des regroupements des symptômes pour par la suite essayer de faire des hypothèses sur les mécanismes pathophysiologiques. Parce qu'on a un événement qui a un son, comme un coup de marteau sur l'oreille, puis après ça, ben, il peut avoir des effets sur plusieurs parties de l'oreille, donc il y a potentiellement différents mécanismes pathophysiologiques qui peuvent expliquer l'apparition de différents symptômes. Donc, ça, c'est simplement pour vous montrer un peu. Donc, c'est un graphique qui représente la fréquence d'occurrence. Donc, il y a certains symptômes qui étaient plus fréquents que d'autres, notamment l'acouphène, l'hypersensibilité auditive, la sensation d'oreille bouchée, la sensation de tension et de pression dans l'oreille, les maux de tête. Donc, on a certains symptômes qui étaient plus fréquents que d'autres. Puis, ce qu'on a fait par la suite, ben, on a fait une analyse par composante principale pour justement essayer de regarder de manière multidimensionnelle quels symptômes étaient les plus fréquemment corrélés entre eux, pour justement faire des regroupements de symptômes. Donc, ça nous permet d'aller par la suite faire des hypothèses sur les mécanismes pathophysiologiques. Comme un exemple ici, donc ça, c'est tiré d'analyses qui avaient été faites, mais l'otalgie, donc la douleur à l'oreille, est très corrélée avec la douleur dans le cou, la douleur dans la mâchoire, beaucoup plus que la pression dans l'oreille. Donc peut-être qu'on a des mécanismes qui sont séparés, peut-être qu'on est plus dans un cas de douleur référée, par exemple, dans des cas comme ça. On peut également projeter les différents individus. Donc sur les dimensions qu'on a créées à partir d'une analyse par composante principale, on peut aussi regarder où les individus se distribuent. On peut les séparer selon d'autres questions qui ont été posées. Donc là, dans l'exemple, c'est à la question est-ce que j'ai de la douleur? Oui, non. Bon, on se rend compte que notre dimension 1, c'est probablement la sévérité de la douleur, en fait, la sévérité des symptômes. Pour conclure rapidement, ce n'est pas tous les individus avec l'hyperacousie qui vont expérimenter les mêmes symptômes associés. Les différents symptômes peuvent être corrélés entre eux, puis ça nous permet justement de faire des hypothèses sur les mécanismes pathophysiologiques. Ce n'est pas tous les symptômes qui vont être nécessairement modulés par l'exposition au son. Donc, c'est encore plus d'indices pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe ou quels sont les mécanismes sous-jacents aux différents symptômes, dont l'hyperacousie de douleur. Là, je voulais juste remercier tous les collaborateurs. Arnaud, avec qui j'ai passé beaucoup de temps dans mon postdoc à travailler sur le choc acoustique, l'hyperacousie douleur. Claudia Côté, qui est une audiologiste avec qui je collabore beaucoup à l'IRDPQ. On a tendance à penser que les cas, comme je vous ai présenté à la BBC, sont des cas rares, mais ils voient beaucoup de cas d'hyperacousie douloureuse à l'IRDPQ, en centre de réadaptation. Donc, je collabore beaucoup avec eux. José Lagacé également, avec qui je collabore, qui mène un projet actuellement avec le Bureau de la traduction pour suivre les interprètes dans le temps, donc suite à des chocs acoustiques, mais également dans le temps. Donc, il fait une grosse étude sur la santé des interprètes, donc avec qui je collabore. Donc, c'est l'ensemble de tous mes collaborateurs sur ces projets-là. Donc, merci beaucoup, puis je peux prendre les questions.